Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. On souhaite Juma Moubarak à tous ceux qui nous suivent depuis la page Facebook de Savane TV. Vous suivez l'émission également en direct sur justement le site internet de Savane et également sur YouTube. Merci de votre fidélité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du tourisme interne avec l'agence Faso Tourisme. Ça sera dans un instant. Et puis, aujourd'hui, nous recevons le directeur de l'information de Savane Media, Ella Jasmine Arabo, qui va partager l'actualité avec nous. Et comme chaque vendredi, vous avez droit à la chronique sécurité routière, Honoré Odadja sera là également pour les rendez-vous du week-end. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. L'aventure démarre tout de suite et maintenant avec la première rubrique, c'est à la découverte 2 qui nous conduit au mémorial Thomas Sankara. Mémorial Thomas Sankara, nous découvrons cet espace-là, ce site emblématique de la Révolution qui enseigne sur la Révolution de Thomas Sankara et vous avez la possibilité de visiter justement plusieurs infrastructures à l'intérieur du mémorial Thomas Sankara. Nous, sur place, quand nous y sommes allés pour justement les interviews et la réalisation de ces images, nous avons rencontré notamment des étudiants, des expatriés, d'autres visiteurs qui sont venus notamment découvrir l'histoire du mémorial Thomas Sankara. Et aujourd'hui, on va terminer avec le micro-trottoir donc, de ces personnes-là pour recueillir leur avis. Il faut dire simplement que le projet de construction des infrastructures du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara est un projet qui est né en janvier 2024 et donc qui est placé sous la tutelle donc, du ministère en charge de la culture avec des objectifs bien précis, voilà, réalisés sur le site du mémorial. Voilà, des infrastructures culturelles, touristiques et aussi contribuer donc à la promotion des idéaux du père de la Révolution d'août 1983. Et il faut dire que le CIMTS, qui était bien connu, est une association voilà, d'utilité publique voilà, qui a porté l'initiative du mémorial. Donc en tant qu'association. Et aujourd'hui, qui est un acteur aussi très important donc, dans la réalisation donc, de ce mémorial. Donc le PSIM-INTS, qui est du ministère de la Culture, et le CIMTS sont des structures qui travaillent en étroite collaboration pour que le mémorial Thomas Sankara soit une réalité. Ben, il faut dire que c'est une idée qui est née d'abord, j'allais dire, de la forte volonté voilà, de la population burkinabé d'ériger voilà, un mémorial en hommage au président Thomas Sankara. Voilà. Et cette idée a prospéré et aujourd'hui portée au plus haut niveau par le chef de l'État, donc le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, sur le plan national, c'est bien porté et sur le plan international, il y a eu la volonté populaire. Et donc, comme cela s'est matérialisé par la mise en œuvre donc, de ce projet qui vise donc à contribuer à la sauvegarde et à la promotion donc, des idéaux donc, du père de la Révolution d'août 1983. Donc, on peut dire que c'est un projet populaire qui appartient à tout le monde sur le plan national et sur le plan international. Donc, ce projet, nous avons la lourde responsabilité donc, de le mettre concrètement en œuvre donc, sur le terrain. Il faut dire déjà que le projet entend réaliser plus d'une quinzaine d'infrastructures culturelles et touristiques à but éducatif, à but des salles polyvalentes, ainsi de suite. Je vais revenir là-dessus. Mais le site qui va
qui s'étend sur une superficie d'environ 14 hectares, va également comporter des espaces de loisirs, de jeux, de détente. Voilà. Et bien sûr, des espaces qui vont symboliser les différents engagements du président Thomas Sankara. En termes d'infrastructures sur le plan symbolique, je vais déjà parler du mausolée. Voilà. Comme vous le savez, les corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ont fait un certain périple en termes de voyage, donc de Dahomey, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ces corps reposent au sein d'un mausolée qui a été inauguré par le chef de l'État, voilà, le 17 mai 2025. Donc c'est la première grosse infrastructure. Et en plus de cette infrastructure, il est prévu qu'il y ait une tour dénommée Tour Thomas Sankara, qui sera haute donc de 87 mètres de hauteur. Voilà, c'est également une hauteur symbolique par rapport à la date. Au-delà de la tour, il est prévu aussi une salle polyvalente qui pourra accueillir divers spectacles. Voilà, ici des salles de réunion. Il y aura également ce que l'on peut appeler une bibliothèque numérique qui est prévue ici, une bibliothèque numérique et une bibliothèque physique. Vous savez que la révolution d'août 83 a beaucoup produit, tant sur le plan national que sur le plan international. Voilà. Et c'est une histoire qui est restée un peu dans les, j'allais dire, dans les tiroirs, et cette histoire mérite d'être connue. Les raisons qui nous ont poussés à visiter ce mémorial, c'était surtout pour nous rappeler un peu et nous mettre encore dans l'ambiance du patriotisme. On est venu ici pour qu'on nous retrace l'histoire de notre héros national, voir un peu tout ce qu'il a fait, ou du moins tout ce qu'il a entamé, ce qui a servi à réveiller notre fibre patriotique. On a constaté tout d'abord que le site il a été très bien fait, il est très bien entretenu. Ensuite, les guides sont très bien formés. Ils nous expliquent vraiment tout dans les détails. On a l'impression vraiment d'y être. C'est très émotionnant et c'est très intéressant. Et vu aussi que le nouveau président Ibrahim Traoré est en train de prendre pour continuer ce que Thomas n'a pas pu terminer, vraiment ça fait plaisir et ça aussi ça donne l'envie de venir au Burkina pour voir ce qui se passe, pour voir comment on peut faire aussi pour aider les pays et réaliser aussi des projets dans notre pays. Être soi-même pour combattre et arriver à chercher, à réaliser nos projets malgré les difficultés. Surtout le courage que Thomas Sankara nous a laissé, c'est très important. On voulait suivre son exemple. Voilà pourquoi on est ici, pour apprendre ce que lui il a laissé. La culture qu'il a laissée au Burkina Faso, c'est très important pour nous et pour ma famille surtout. Je suis venu avec mon fils qui a 4 mois, qui s'appelle Thomas, parce qu'il est le petit-fils de Thomas Sankara. Voici la nièce de Thomas Sankara qui est là-bas. Et donc voilà, c'était normal qu'on vienne le présenter à la famille. Donc on était dans la famille Sankara ce matin. On a présenté le dernier né. Et donc il s'appelle Thomas, en hommage à son grand-père. Et donc on est venu au mémorial pour ça. Et aussi parce qu'évidemment on est très fan de Thomas Sankara. Évidemment, c'est la famille. J'ai beaucoup parlé aussi avec son arrière-grand-père, donc, qui est toujours là. Dieu merci. Moi je suis évidemment très fan. Je suis très admiratif. Et bien sûr on espère que les choses vont se réaliser telles que Thomas les avait imaginées à l'époque, parce qu'il était très en avance sur son temps. Et on continue de le voir régulièrement. Là, on parle de reforestation, par exemple, c'est quelque chose que Thomas Sankara déjà avait mis en place à l'époque. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de l'importance de la chose. Donc ils étaient très en avance sur la condition de la femme, sur beaucoup de choses. Donc c'est très impressionnant de voir comment l'histoire rattrape la vision de Thomas Sankara. Nous sommes venus pour visiter le mémorial parce qu'on a eu à entendre parler de Thomas Sankara, mais on ne l'a pas connu en profondeur. Donc on est venu approfondir nos connaissances à travers la visite.
On a eu à voir les membres qui l'ont accompagné durant ses conférences et tout, leur histoire et comment s'est déroulé. Et ce matin, nous sommes avec le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Smaïl Arabo. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres. En commençant par l'observateur PALGA, prévision, Agence nationale de la météorologie, risque accru d'événements pluviométriques intenses. Crise sécuritaire au Sahel, l'homélie plaidoyer du cardinal Philippe Ouédraogo à Séoul. Une lettre pour l'AI, comme d'habitude à la page 6. Chute d'arbre sur un véhicule, la jurisprudence Maki Equinox. Point d'interrogation. Sale temps pour les magistrats. Quand la justice des hommes absout le faux pasteur. L'UNIR MPS. Athanas Boudou remplace le professeur Loada démissionnaire. Identification unique électronique de la personne. La loi s'ouvre au corps constitué du nazinon. Finale CAN féminine 2024, Maroc contre Nigeria, une affiche de rêve. Corruption en Gambie, le procès du système Barreau, c'est à lire d'un regard sur l'actualité. Passons au journal quotidien Le Pays. Prévision pluviométrique au Burkina, une fin de saison tardive annoncée. Mise en œuvre des programmes d'investissement au profit du ministère de la Sécurité, un taux d'exécution physique de 78% réalisé en 2024. Dans Pot pourri du journal Le Pays, on retient aussi prise en charge des malades, la lettre du professeur Charlemagne Ouédraogo au médecin. 11e anniversaire du crash d'Air Algérie AH57. Rendez-vous aujourd'hui pour la cérémonie commémorative. Mystère psychique et spirituel, ne vous mettez jamais en couple avec une personne que vous n'aimez pas, sinon point de suspension selon Roch Bakiono. Semaine de Poko, les avantages et les inconvénients du port du string. Actu Sport, Dramana Kambou et le FC Saint-Éloi Loupopo poursuivent leur collaboration. Passons au journal Le Quotidien. Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou, la violence qui frappe le Burkina est à visage multiple, mais à dessein unique, contrôlé, dominé et exploité. Sortie de nouveaux docteurs à l'université Joseph Kizerbo, 247 cadres supérieurs prêts à servir. Exploitation artisanale de l'or au Burkina, ORCAD sensibilise les acteurs sur les innovations du nouveau code minier. Dans digne d'intérêt, péage au Burkina, nouvelle tarification dès le 24 juillet 2025. Théâtre populaire de Ouaga, face aux Menvo, lance une opération Manamana ce 26 juillet. Ouaga, fermeture temporaire de certains services du consulat général de France. Football, Kamou Malo dépose ses valises au club industriel de Kamsar en Guinée. Terminons avec aujourd'hui au Faso. Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou depuis Séoul. La violence qui frappe le Burkina est à visage multiple, mais à dessein unique. Dans News du VSD, un magistrat condamné à 15 mois de prison avec sursis et une amende ferme de 2 millions de francs CFA. Des arbitres burkinabés à l'école de la FIFA. Les nouvelles tarifications des péages. 2 seigneurs de guerre de la RCA condamnés par la CPI, châtiment pour des sicaires du pouvoir. Candidature de Awa Domelo au nom du PPACI, approche compréhensible, mais ô combien maladroite et indécente. Rwanda, docteur Justin nommé Premier ministre. Et puis, on peut lire aussi Cameroun, Fekafous, Marc Brice, imbroglio au haut niveau. Merci bien pour la lecture de ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Et l'archevêque émérite de Ouagadougou fait l'actualité aujourd'hui. Je vais parler du cardinal Philippe Ouédraogo suite à son discours sur le terrorisme à Séoul, en Corée du Sud. C'est ça, le cardinal émérite Philippe Ouédraogo
était à Séoul. C'était lors d'une rencontre de la Fondation pontificale Aide à l'Église en détresse. Séoul, c'est la capitale de la Corée du Sud, où il a prononcé un discours de plusieurs pages sur la situation sécuritaire au Sahel, mais particulièrement au Burkina, où lui-même il a vécu cela quand il était encore, pendant qu'il était encore archevêque métropolitain de Ouagadougou. Il a souligné en autre que cette guerre imposée au Burkina et aux pays du Sahel là n'a rien de guerre religieuse, puisque les terroristes, les criminels ont tué dans toutes les communautés religieuses, ont saccagé tous les lieux de culte sans discrimination ou sans différence entre mosquées, temples, églises appartenant aux catholiques. Voilà. Et ils ont tué pasteurs, imams, prêtres, sans discriminer. Et il a évoqué éventuellement les motivations qui pourraient être géostratégiques. Ça, il l'a dit. Géostratégiques parce qu'il y en a qui cherchent à dominer d'autres. Et en cela, il rejoint la ligne de l'État qui est assez claire. C'est une guerre de domination, c'est le néocolonialisme qui est en marche, c'est exploiter des terres, des minéraux, des ressources qui sont loin, peut-être de ceux qui pensent qu'ils en ont plus besoin que ceux qui vivent dans le Sahel. Donc sur ça, le cardinal Philippe Ouédraogo a été très clair, et puis il a dit ce qu'il faut, c'est l'unité. Ce qu'il faut, c'est la cohésion. Ce qu'il faut, c'est le dialogue entre les différentes communautés, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient de communautés ou d'ethnies différentes. Il faut que les différents groupes se parlent et trouvent des solutions ensemble au moment où le dessein de celui qui agresse, c'est de diviser pour mieux régner. Et la réunion a eu lieu du 10 au 12. Cardinal Philippe Ouédraogo a rendu son discours disponible maintenant. C'est pourquoi on en parle pratiquement en fin juillet, pratiquement 2 semaines après. Mais ce discours-là a tout son sens, surtout à l'endroit où il a été prononcé et à travers son titulaire, qui est un fin connaisseur de notre contexte socio-politique. Deuxième sujet, on s'intéresse à la météo qui a actualisé notamment ses prévisions. Vous vous souviendrez que à l'entame de la saison des pluies, la météo, l'Agence nationale de la météorologie, l'ANAM, c'est une tradition tous les ans parce que les météorologues se réunissent à Niamey à travers leur fêtière qui est Agrimet pour faire les prévisions saisonnières des pays qui sont dans notre zone. Et puis ensuite, au niveau national, l'ANAM décline les grandes lignes de la campagne saisonnière. Il se trouve qu'en début de saison, l'ANAM avait effectivement prévu une installation tardive des pluies. Donc une campagne agricole qui doit commencer avec beaucoup de retard. Et vous aurez remarqué qu'il y a à peine une semaine, 10 jours, 2 semaines passées que les gens ont semé, à certains endroits du Burkina en tout cas. Voilà. Et donc, hier, en conférence de presse encore, l'ANAM a actualisé ses prévisions. C'est comme ça aussi que ça se fait chaque année pour les mois de juillet, août, septembre. Et ce qui en ressort, c'est qu'on va avoir des pluies de tendance excédentaire à normale. Tendance excédentaire à normale, ça veut dire qu'on va avoir à peu près les pluies qu'on a eues les années passées, au cours des campagnes saisonnières passées. Et puis, ça pourrait légèrement dépasser ce qu'on a vu par le passé. Maintenant, c'est avec quel rythme ça pourrait, puisqu'il y a plusieurs façons de voir la pluie. Ça veut dire les pluies peuvent se concentrer à un seul moment et tomber abondamment. C'est pourquoi souvent on a des inondations, parce que si les pluies là tombent au même moment et puis abondamment, l'eau n'a pas le temps de s'écouler, de ruisseler jusqu'au grand barrage, au grand fleuve. Et en ce moment, s'il n'y a pas assez de voies d'eau, par exemple, dans les villes qui ne sont pas très bien aménagées, il y a beaucoup d'inondations. Comme la pluie peut être
assez étalé sur l'ensemble de la saison, c'est-à-dire il pleut aujourd'hui, il pleut encore 2-3 jours après. Pas si abondamment que ça provoque des inondations. C'est ce qu'on souhaite souvent. Voilà. Maintenant, ce qu'on vit, c'est que c'est une inégale répartition des pluies par région et parfois même par quartier dans la même ville. Oui. Et c'est ça qui fait que ce que la météo nous donne comme prévision est d'autant plus important. Maintenant, ce qui ressort des prévisions qui ont été présentées hier, en dehors de la prévision globale qui est de tendance excédentaire à normale, il va avoir, vers la fin de la saison des pluies, là, un retard. Parce que si ça s'est installé un peu tardivement, ça va finir aussi peut-être assez tardivement. Donc peut-être jusqu'en octobre, on sera encore en train d'enregistrer des quantités de pluie. Maintenant, la météo ajoute qu'il pourrait avoir des séquences intenses, c'est-à-dire des périodes où la pluie va se concentrer à une même période et puis tomber abondamment. Ça, c'est un premier élément à prendre en compte, donc risque d'inondation. Et puis, l'autre risque, il pourrait avoir des poches de sécheresse dans certaines régions. Et l'ANAM a cité quelques régions et à peu près les périodes qui seront concernées. Mais c'est en tout cas fin juillet, août et puis septembre qui sont concernés. Donc des risques de séquences sèches longues en début de saison, et ça c'est ce qu'on a déjà vécu, et en particulier dans les régions du Liptako, du Soum, des Quilcé, de la Sirba, et puis ensuite des pluviométries excédentaires, ça c'est un peu sur l'ensemble du pays, et puis enfin les périodes sèches là, ça concerne la Siriba, le Goulmou, la Tapoa, le Nakabe, le Gyoro, Tamounia, le Guirico, et puis la moitié ouest de Bankui. Voici les zones qui pourraient connaître des périodes de sécheresse, probablement vers la fin de la campagne agricole. Donc c'est à prendre en compte dans tout ce qu'on a à faire comme activité agricole. Un mot de politique, changement à la tête de l'UNIR PS. Et Athanas Boudou, que les gens connaissent assez bien, vice-président de l'UNIR MPS. MPS maintenant. Il avait été, voilà, c'est ça, il avait été vice-président de Maître Benouane Stanislas Sankara aussi par le passé. Mais quand Maître Benouane Stanislas Sankara a démissionné et qu'il a été remplacé par professeur Augustin Loada après la fusion de l'UNIR PS et du MPS, de Yacouba Isaac Zida, Athanas Boudou est resté vice-président donc de Augustin Loada, parce que c'était une répartition entre les deux partis qui ont fusionné. Voilà, le MPS a pris la tête et puis l'UNIR a pris la vice-présidence, jusqu'à ce que on apprenne que le professeur Augustin Loada, qu'on connaît bien d'ailleurs, qu'on a connu par le passé à travers le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, comme ministre en 2015, ministre de la fonction publique, c'est lui qui a institué la journée continue de travail dans la fonction publique. Voilà, qu'on connaît aussi en tant que grand juriste constitutionnaliste, enseignant de droit à l'université Thomas Sankara, et acteur politique depuis peu, a fini par laisser son fauteuil pour Athanas Boudou. Athanas Boudou, ancien député, ancien ambassadeur du Burkina au Canada, inspecteur des impôts. Il est assez bien connu aussi comme acteur politique, vice-président aussi en haut du Front patriotique. C'est lui qui prend désormais les rênes, même si les partis politiques n'ont plus grand chose à faire. Voilà, il est président de l'UNIR MPS désormais, parce que les partis politiques ne sont pas dissous au Burkina comme au Niger et au Mali. Voilà, même s'ils n'ont pas grand chose à faire, ils existent. Et on a vu il y a à peu près 2 semaines, Boubacar Sanou du CDP participer au comité de suivi du Fonds de soutien patriotique sur le terrain, parce que la composante politique est représentée par exemple dans le comité de contrôle du fonds. Donc ça veut dire que les acteurs politiques ont des activités à mener pour soutenir la dynamique actuelle de reconstruction ou de construction du Burkina nouveau. Et on termine avec ce souvenir triste, le drame d'Air Algérie. Oui, c'était un certain 24 juillet 2014. Un avion d'Air Algérie a décollé de Ouagadougou pour Alger, et pour continuer quoi. Et puis, je crois, dans la station du Mali, l'avion a crashé. Après quelques 2 ans, 3 ans, les enquêtes ont parlé de problèmes
de givre. C'est un système qui est dans l'avion qui permet d'enlever, vous savez, quand les avions sont dans les airs, il y a des niveaux, il y a des hauteurs où le froid est assez intense et où éventuellement dans l'appareillage, les moteurs, tout ça, il peut se former des boules de glace, tout ça. Donc le système anti-givre là permet de dégager ça. L'enquête a révélé que c'est ça qui n'a pas marché. En plus de ce que Air Algérie utilisait des pilotes saisonniers qui ne travaillaient pas 12 mois sur 12 comme pilote. Ils travaillaient à peu près 6 mois dans l'année et puis le reste du temps, ils faisaient autre chose. Donc, c'était des pilotes saisonniers. Et tout ça, l'un dans l'autre, a fait que le crash est survenu. Malheureusement, ça a coûté la vie à 116 passagers, dont des gens que nous connaissions ou dont des parents de gens que nous connaissons bien, à l'image de Maître Ali de Ouedraogo, président honoraire du MBDHP, qui est président justement de l'association des familles des victimes du crash d'Air Algérie. Et c'est aujourd'hui que la cérémonie commémorative aura lieu, à en croire le journal Le Pays. Habituellement, ça se fait au pied de la stèle qui honore la mémoire des victimes à la Cité en 2. Et avant-hier, déjà, l'association représentée par les plus hauts membres de son bureau était chez le ministre des Infrastructures, Adama Luxorgo, pour le remercier du bitumage de la zone de la Stèle. Vous voyez, là où se trouve le siège de l'association des municipalités du Burkina Faso, à la Cité en 2. Voilà, c'est bitumé dans toute la zone et ça permet d'avoir un accès plus facile à la Stèle qui a été érigée à la mémoire des victimes. Et le ministre a encouragé les familles et a promis de toujours accompagner l'association chaque fois qu'elle aura besoin de l'accompagnement de l'État et des plus hautes autorités du pays. Et donc, c'est avec un jour de retard que la commémoration se fait parce que l'événement était survenu le 24 juillet 2014. En son temps, c'était encore sous le président Blaise Compaoré. Il avait mis en place un comité de crise présidé par le général Gilbert Guengéré, que vous connaissez bien, et qui avait pu gérer avec les familles ce qu'il y avait comme urgence par rapport aux obsèques, par rapport aux informations, par rapport aux accompagnements, jusqu'à ce que les enquêtes révèlent les résultats et jusqu'à ce que les sociétés d'assurance prennent le relais des réparations. Merci bien, Elage. Merci. On va maintenant vous raccompagner avec cet élément. Nous recevons pour vous ce matin M. Golbert Ouedraogo. Il est le directeur des sites et infrastructures touristiques de Faso Tourisme. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur notre plateau. Donc, Faso Tourisme aujourd'hui et Savane Média, ce sont des partenaires. C'est bien de le rappeler. Et on va faire plus connaissance avec votre direction, la direction des sites et infrastructures touristiques de Faso Tourisme. Concrètement, en fait, qu'est-ce que vous faites au sein de la direction? Bonjour, madame. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci de nous donner cette occasion de nous exprimer, de parler du tourisme de façon générale et de notre structure qui est chargée de sa promotion au Burkina Faso. Il faut dire que la direction des sites et infrastructures touristiques est une direction technique de Faso Tourisme qui a essentiellement pour mission d'assurer l'inventaire et la mise en valeur des ressources touristiques de notre pays, mais aussi d'assurer la collecte et le traitement des informations relatives aux infrastructures d'accueil et de séjour de Burkina Faso. La direction des sites et infrastructures touristiques a 3 services, notamment le service des infrastructures d'accueil, de la gastronomie et de la ville. Il y a le service chargé du patrimoine et des aménagements, et enfin le service de la documentation et des archives. Voilà. D'accord, donc en même temps l'information et puis les hôtels et autres qui sont dans les lieux des sites et puis en même temps les sites touristiques. C'est ça, okay. Il faut veiller à répertorier tous les sites touristiques qui reçoivent du public ou non sur le territoire national, mais aussi s'assurer que les infrastructures d'accueil
et de séjour sont bien connus, que les informations autour sont mises à la disposition d'éventuels touristes. Alors donc c'est en gros ce que nous faisons. D'accord. Maintenant, la grande saison du tourisme interne est lancée pour cette année, je vais dire. Et c'était à Tinkorgo et ça a eu lieu le week-end dernier. Parlez-nous de cette grande saison du tourisme interne. Qu'est-ce que c'est? La grande saison du tourisme interne est une initiative portée par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et qui a pour mission, objectif, d'inciter les Burkinabés à consommer eux-mêmes leurs propres produits touristiques. C'est une période durant laquelle Faso Tourisme travaille à inciter les Burkinabés à intensifier la communication autour de notre potentiel touristique national pour faire en sorte que ces biens touristiques soient connus, que les Burkinabés eux-mêmes se déplacent sur les sites, puissent visiter, connaître le pays. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que de par le passé, généralement quand les grandes vacances arrivent, les gens avaient tendance à aller vers l'extérieur, à voyager pour aller découvrir d'autres pays, d'autres nations, d'autres offres qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais avec la politique actuelle du gouvernement qui est de promouvoir la pratique du tourisme interne au Burkina Faso, c'est-à-dire ce tourisme pratiqué par les Burkinabés, alors donc la grande saison du tourisme interne est venue appuyer donc cette politique-là en communiquant autour de notre potentiel touristique, en incitant les Burkinabés à aller sur les sites touristiques et à faire de ces vacances donc une période de découverte pour tous. Oui, période de découverte. Et à l'occasion justement de cette saison de tourisme interne, il y a aussi ce partenariat avec les hôtels qui permet une réduction. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, vous savez qu'il y a plusieurs maillons qui font la chaîne du tourisme. Oui. Il y a le privé, bien sûr, qui joue un rôle très important donc, pour les touristes qui arrivent. Et Faso Tourisme est parvenu avec les hôteliers, avec la fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie, à négocier une réduction sur près de 150 hôtels, d'une réduction de 50% durant donc les périodes de juillet, août et septembre. Alors donc bientôt la liste de ces hôtels sera publiée. Et ce sont des hôtels répartis sur l'ensemble du territoire au bonheur de tous les Burkinabés. Donc concrètement pour ceux qui souhaiteraient aller visiter par exemple la cour royale de Tibélé, à proximité la personne puisse savoir quel hôtel peut faire un demi-tarif au nom du partenariat. Au nom du partenariat. Et puis loger dans cet hôtel. Effectivement, si vous allez, que ce soit à Tibélé, à Bobo, à Banfora, comme je le disais tout à l'heure, la liste sera bientôt publiée. Et avec cette liste, vous allez vous loger à moitié prix. Donc grâce à la collaboration que Faso Tourisme a avec ses hôteliers. Alors, le lancement de la grande saison du tourisme interne est intervenu le week-end dernier, je le disais. Nos équipes d'ailleurs étaient avec vous et on a pu voir le reportage au niveau de Savane Média. Après le lancement, c'est quoi la suite du programme jusqu'en septembre? Il faut dire que le lancement n'a été que le top départ. Après ce top départ-là, au niveau de Faso Tourisme, il y a pas mal d'activités qui sont au programme. D'abord, c'est d'intensifier la communication autour de notre potentiel national à travers les médias traditionnels que sont la télé, la radio, mais aussi avec les médias, je dirais les réseaux sociaux. Nous avons les influenceurs, nous avons des sites, un site web, nous avons des pages Facebook et autres sur lesquelles nous intensifions la communication autour donc de l'offre touristique du Burkina Faso. C'est aussi développer des initiatives pour accompagner ceux qui veulent organiser des excursions touristiques ou des séjours de vacances à l'intérieur du pays. Je pense qu'au niveau du Faso Tourisme, nous avons mis des produits à leur disposition qui peuvent aller d'excursions touristiques organisées en une journée ou des séjours d'1 à 3 jours sur l'ensemble du pays avec des tarifs bien étudiés où Faso Tourisme pourra accompagner ceux qui veulent à découvrir le Burkina Faso, à découvrir notre potentiel touristique. Alors donc, il faut dire que durant ces 3 mois, c'est de faire en sorte que le public burkinabé se sente plus proche
de ces sites et de son tourisme. Et qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le potentiel touristique que possède le Burkina Faso aujourd'hui? Il faut dire que le Burkina Faso dispose d'un potentiel touristique énorme. Il y a 1080 sites touristiques qui ont été répertoriés sur le plan national. 1080. Et ces sites sont répartis sur 4 zones touristiques. La zone touristique du centre, la zone touristique du Sahel, celle de l'Ouest et de l'Est. Et sur ces zones touristiques-là, comme je disais, vous avez des sites emblématiques, des sites majeurs, très phares, sur lesquels vous pouvez passer de bons moments, visiter, découvrir. Et il y a des sites naturels, il y a des sites culturels, il y a pas mal d'offres touristiques au niveau national, très enchanteurs, qui n'attendent qu'à être visités. Bien sûr. Et par exemple, sur Ouagadougou, il y a certains qui voudraient peut-être pas voyager, prendre le car ou la voiture. Et sur Ouagadougou, est-ce qu'on a quand même des sites à visiter, même en restant dans la ville? En restant dans la ville de Ouagadougou, l'offre touristique à Ouagadougou est énorme. Nous avons des sites comme le musée national, comme le musée de la musique Georges Ouédraogo, nous avons le musée de l'armée, nous avons aussi des places comme la place aux héros nationaux, nous avons le mémorial Thomas Sankara, nous avons aussi des pratiques comme le faux départ de Moro Naba. Il y a des places emblématiques de la ville de Ouagadougou qui peuvent être visitées, comptées avec des guides professionnels. Alors, ceux qui ne veulent pas se déplacer, Ouagadougou leur offre un cadre agréable pour découvrir ou redécouvrir la ville, son histoire et ses potentialités. Est-ce qu'au niveau de Faso Tourisme, vous avez par exemple des circuits touristiques de Ouaka que vous pouvez proposer voilà, peut-être des guides peuvent accompagner ces populations-là à la visite? Oh oui, au niveau de Faso Tourisme, nous avons des circuits à l'intérieur de Ouagadougou et dans les environs de Ouagadougou. Vous savez, Faso Tourisme peut vous amener partout où vous voulez au Burkina Faso. C'est aussi l'une de ses missions, c'est de faire la promotion du tourisme. Alors, pour ce qui est de Ouagadougou, nous avons des circuits internes à la ville et des circuits qui prennent en compte les environs de Ouagadougou. Alors, si vous voulez que ce soit à Ouagadougou, ces environs, nous avons des circuits et des guides qui sont professionnels, qui connaissent leur métier, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous faire passer vraiment des moments d'agréable découverte. Et je sais que vous connaissez très bien aussi le site de Laongo, par exemple, les sculptures sur granit de Laongo. Actuellement, c'est la saison. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi particulièrement sur ce site? Oui, il faut dire que le site de sculpture sur granit de Laongo est l'un des sites les plus visités de notre pays. C'est un site emblématique qui se distingue par la nature de ses œuvres. Vous avez des œuvres qui ont été taillées dans la pierre par des artistes qui sont venus de tous les 5 continents. Vous avez actuellement plus de 300 œuvres qui sont sur le site de Laongo. Ce sont des œuvres qui abordent des thèmes divers, allant de la femme à la vie, de la richesse à la royauté. Tous les thèmes presque ont été abordés. Et le site de Laongo est un site ouvert tous les jours au public national et international. Chaque jour à partir de 8 heures, donc vous pouvez effectuer la visite. Il y a des guides qui sont rompus à la tâche, qui pourront vous recevoir, vous faire visiter le site, découvrir donc les œuvres et tout le message que chaque œuvre véhicule. Donc, vous avez dit c'est l'un des sites les plus visités, donc du Burkina, Laongo également. Mais si on doit, lequel des sites est le plus visité du Burkina? Du Burkina. Pour l'heure, c'est vrai, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais je dirais le mémorial Thomas Sankara. D'accord. Et ensuite, Laongo. Ce sont les 2 sites de nos jours qui sont prisés, qui reçoivent beaucoup de visiteurs. Et pour Laongo, lorsque j'ai regardé les statistiques du mois de juin, premier semestre de l'année, nous étions à plus de 10 000 visiteurs.
Alors c'est pour dire que les gens se déplacent, les gens viennent. Ces deux sites-là reçoivent énormément du monde. Et nous espérons qu'avec la grande saison de tourisme interne, cela va s'intensifier, se renforcer au bonheur donc, de tous les Burkinabés. Et je sais que les éditions passées de la grande saison du tourisme interne, souvent l'ONTB intègre aussi les tout petits, les enfants. Est-ce que cette année, vous avez prévu des sorties touristiques avec les enfants? Oh oui, il faut dire que l'ONTB fait un effort. Ah bon, Faso Tourisme maintenant. Oui, Faso Tourisme, c'est vrai, madame. Je me suis trompée. Et Faso Tourisme fait un effort. Faso Tourisme, anciennement ONTB. Ex-ONTB, c'est ça, c'est ça. Il faut dire que Faso Tourisme fait un effort conséquent à l'endroit des plus jeunes. Vous savez, l'avenir du tourisme, c'est aussi la jeunesse. Voilà pourquoi Faso Tourisme accompagne les structures de jeunesse, les écoles, les maternelles, leur offre des cadres de visite, leur offre des séjours, des excursions. Je crois que cette année, nous l'avons fait, il est encore prévu des excursions qui seront organisées avec les tout petits. Okay. Et je veux aussi noter que pendant les événementiels majeurs de notre pays, notamment le CIAO, le FESPACO, le CITO, Faso Tourisme mobilise les jeunes à la découverte de Burkina Faso. La mise en tourisme des événementiels majeurs de notre pays concerne le plus souvent la jeunesse. Alors, pour dire que Faso Tourisme fait beaucoup de choses à l'endroit de cette catégorie de la population, et je me réjouis donc de cela et je pense que cela va continuer à se renforcer pour que la jeunesse puisse mieux connaître donc le Burkina Faso, ses potentialités, son histoire, sa culture, parce que c'est cela aussi l'avenir de notre pays. Bien sûr. Merci beaucoup. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est que les Burkinabés veulent bien aller visiter leur site touristique, mais l'une des difficultés aussi, c'est l'accessibilité par la route. On a souvent des problèmes liés à la route. Donc, est-ce que ça permet, ça ne freine pas un peu la visite des sites touristiques au Burkina? Oui, il faut dire que qui dit tourisme dit déplacement des populations. Le tourisme est par nature amène les populations à se déplacer. Et au Burkina Faso, c'est vrai, les pouvoirs publics font un effort conséquent, énorme. Il y a des routes qui sont goudronnées, des voies qui sont tracées. Mais il faut reconnaître qu'en saison pluvieuse, il y a certaines routes qui sont impraticables, rendant du coup difficile l'accès à certains sites. Qu'à cela ne tienne, il y a des efforts qui sont faits, comme je disais, et les Burkinabés, malgré ces difficultés-là, transcendent ces difficultés et vont sur les sites, et nous ne pourrons que les encourager, les remercier pour déjà ce qu'ils font et espérer que voilà, des solutions seront trouvées à ces difficultés d'accès à certains sites. Et comment on peut amener les Burkinabés aussi à s'intéresser aux sites touristiques de leur pays, à visiter surtout? Vous savez, des émissions comme celle que vous animez maintenant est un moyen d'intéresser les Burkinabés au tourisme. La communication est un facteur important, essentiel dans la promotion donc, de la destination Burkina Faso. Et c'est ce que Faso Tourisme fait. Nous produisons des gadgets, nous produisons des émissions, des capsules qui sont diffusées sur les médias dans le but donc de rapprocher le Burkinabé de sa culture, de son tourisme, de faire en sorte que les Burkinabés puissent être informés du potentiel touristique de notre pays et qu'ils puissent s'y intéresser. Alors, donc, je dirais que c'est la communication, c'est de faire en sorte que les gens sachent ce dont nous disposons, comment y accéder, quelles sont les conditions et quels sont les avantages qu'on y tire en se déplaçant. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la dernière question, M. Drago, la grande saison du tourisme interne va jusqu'en septembre, fin septembre d'ailleurs. Quel est votre appel à l'endroit des Burkinabés? Merci beaucoup, madame. Je dirais que la grande saison du tourisme interne est faite pour les Burkinabés. Et l'appel que j'ai à lancer à l'ensemble des Burkinabés qui nous suivent, c'est de ne pas passer ces 3 mois sans aller sur un site touristique du Burkina Faso. Il faut profiter de cette période de vacances pour visiter avec ses amis, sa famille, ses proches, ne serait-ce que 1, 2 ou 3 sites.
on peut découvrir, on peut redécouvrir. Vous savez, le tourisme, de par nature, est très intéressante. L'offre touristique burkinabé est vaste, comme je disais. Donc, je lance un appel, j'invite les Burkinabés à sortir de ce jeu. Ne laissez pas cette occasion-là passer sans que vous n'ayez visité des sites, vous n'ayez sorti de chez vous pour aller vers Bobo, vers un peu partout au Burkina, donc pour visiter les sites touristiques. 1080 sites vous attendent pour les visites. Exactement. Au niveau du Burkina. C'est ça. Merci beaucoup, M. Ouedraogo, d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous avez un mot de fait avant qu'on se dise au revoir? Je voudrais dire merci à Savane Média pour cette occasion que vous avez offerte à Faso Tourisme de parler donc du tourisme burkinabé. Merci pour votre disponibilité. Je souhaite bon vent à votre média qui fait un travail très remarquable au niveau national. Amen. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que M. Golbert Ouedraogo est le directeur des sites et infrastructures touristiques de Faso Tourisme, justement, de l'agence Faso Tourisme. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Un arrêt, c'est l'immobilisation momentanée du véhicule. Le conducteur, soit pour décharger, charger le véhicule, charger ou décharger, prendre quelqu'un ou descendre quelqu'un. En ce moment, ou bien que le conducteur est à côté pour pouvoir bouger le véhicule s'il y a une nécessité. Bon, alors, donc, si le conducteur ne peut pas être à côté, s'il ne fait pas descendre quelqu'un ou faire monter quelqu'un, ou encore décharger ou charger son véhicule, alors systématiquement c'est un stationnement. Voilà. Donc le stationnement, le conducteur n'est pas présent. Non, il n'est pas présent. Et ça peut durer un peu plus. Voilà, et souvent même, il faut les chercher pour qu'ils viennent bouger sa voiture. Là, c'est pas bon. Mais si vous êtes à côté, ça ne va pas, on vous dit, allez, il faut bouger. Bon, si vous êtes capable de bouger, c'est un arrêt. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, quels sont les types d'arrêts interdits? Oui. Bon, il est interdit de s'arrêter, même juste quelques minutes, dans les zones d'aménagement pour la circulation des cyclistes, des piétons, des bus, des taxis. Hein. Vous savez que les taxis même ont des têtes de station, c'est-à-dire des zones qui sont réservées pour eux. Donc, il ne faut pas aller se garer là-bas. Des personnes handicapées, dans certains pays, les personnes handicapées ont une tête de station également. Masquer les panneaux. Il ne faut pas masquer les panneaux de la circulation routière. Ensuite, aux intersections, pour s'arrêter ou pour stationner, alors il faut s'éloigner d'au moins 10 mètres de l'intersection. 10 mètres après l'intersection. 10 mètres après ou avant. Mais jamais à proximité immédiate de l'intersection. Voilà. D'accord. Donc ça, ce sont les arrêts interdits. Ouais. Maintenant, les types de stationnement conventionnels. Oui, ok. Alors, effectivement, il y a 3 types de stationnement. Il y a donc en parallèle, c'est-à-dire que le véhicule est placé parallèlement à la chaussée. On peut voir des images voilà, d'accord. Et en épi, comme... Regardons ensemble, vous allez... Ça, voilà. C'est quel type de stationnement? Ok. Et là, c'est... Bon, ça, c'est un stationnement réglementé. C'est un stationnement réglementé, c'est-à-dire que lorsque la route est petite, comme dans la zone de Dapoya, vous savez, là-bas, c'est des 6 mètres. On ne dirait pas que c'est 6 mètres, ça ne vaut même pas 6 mètres. Où 2 véhicules ne peuvent même pas se croiser. Il faut qu'un roule pendant que l'autre s'arrête très loin. Et en plus de cela, les gens ont fait comment on appelle ça, des fosses septiques dehors qui a diminué davantage encore la route. Donc, ce qui fait que c'est très difficile. Bon, j'ai vu dans d'autres pays où, quand la route est comme ça, on la transforme à sens unique. Oui, comme ça, vous n'avez qu'un seul sens à circuler. Donc, vous passez par là pour aller, mais le retour se fait par une autoroute. Tellement il y a une nécessité. Bon, donc ici, par exemple, quand la route est devenue très petite comme ça, alors pour se garer, on ne peut pas garer les deux côtés.
Donc il faut absolument se garer un seul côté. Et en ce moment, on dit par exemple que du 1er au 15, on doit stationner du côté impair et du 16 à la fin du mois du côté pair. Ça dit que bon, on a divisé le mois là en deux. Et si par hasard, bon, tout le monde stationne, si tout le monde stationne des deux côtés, il n'y aura plus de... Personne ne pourra passer encore. Donc pour ce faire, ils ont dit 15 jours pour un côté et les 15 autres jours aussi pour l'autre côté. C'est pour éviter les bagarres éventuellement. Parce que si vous venez garer devant ma porte plusieurs fois, alors un problème peut arriver. Bon, alors ici, donc, nous avons des types de stationnement. Et vous voyez, et là, c'est en bataille. Okay. Ouais, en bataille, c'est-à-dire que c'est perpendiculaire à la chaussée. Voilà. Donc, quand c'est en épi, vous voyez, c'est en épi, c'est comme l'épi de 1000, c'est oblique. Okay. Bon, maintenant, en parallèle, c'est-à-dire c'est soit les deux roues sur la route et deux roues à terre, ou bien totalement le véhicule à terre, mais parallèle à la route. D'accord, donc on a les trois exemples à l'antenne maintenant. Voilà, donc, ok. Voilà, exactement. À droite, donc, c'est le stationnement en bataille. Le milieu, c'est en épi. Et à gauche, c'est en chose, comme on appelle ça, en parallèle. Voilà. Et donc, le stationnement est en parallèle. Ces trois types de stationnement sont autorisés. Il n'y a aucun problème. Mais à condition de ne pas gêner la circulation. D'accord. Est-ce qu'il y a peut-être un conseil concernant les types de stationnement conventionnel à ajouter? Oui, c'est exact. Il faut toujours choisir un endroit libre. Okay. Hein? Oui, par exemple, pour payer quelque chose avec les vendeuses qui sont en bordure de route, alors il faut choisir un endroit libre, aller garer le véhicule et venir faire les achats. Et il y a d'autres personnes qui veulent s'arrêter juste à côté. C'est vraiment le véritable problème. Oui, c'est ça. Personne ne veut marcher. En fait, tout le monde veut, chacun veut être dans sa voiture et il sort la main, il paye, il prend et puis il continue. Bon, tout en oubliant que nos routes sont petites. Nous avons des routes malheureusement qui ne sont pas... Bon, au moment qu'on faisait ces routes-là, bon, je ne sais pas si les autorités en son temps se posaient une question, est-ce que le nombre des usagers allait augmenter, est-ce que le nombre des véhicules allait augmenter, voilà. Ils ne se sont pas posé ces questions-là avant de faire les routes. Sinon, il y avait assez d'espace quand même pour faire des routes larges. Bon, malheureusement, c'est un problème aujourd'hui. Alors donc, chacun, pour payer quelque chose, doit garer son véhicule en bordure de route, en choisissant les trois types de stationnement. Et en ce moment, on n'a pas besoin de triangle de sol, on n'a pas besoin de feu de danger si le véhicule est sur le bas-côté de la route. Voilà. Alors, d'accord. Maintenant, justement, est-ce qu'il y a aussi des stationnements interdits? Oui, il y a des stationnements interdits. Bon, alors, il y a trois types en fait. Il y a le stationnement gênant. Par exemple, quand vous garez votre véhicule sur un passage pour piétons, ou bien vous garez votre véhicule sur une piste cyclable, on dit que le stationnement est gênant. Parce que ça gêne ces types d'usagers à passer tranquillement. Ensuite, il y a le stationnement dangereux. Alors, il est dangereux lorsqu'on stationne dans un endroit rétréci, obligeant donc les autres usagers à faire le dépassement. Vous voyez, par exemple, quand vous avez une ligne continue à votre gauche, alors vous garez quand même votre véhicule, vous obligez les gens à franchir la ligne continue. Or, on dit de considérer une ligne continue comme un mur. On ne doit pas passer par-dessus un mur. Si on veut aller chez le voisin, on attend de voir des lignes discontinues. Voilà. Et ensuite, nous avons également le stationnement interdit. Lorsqu'il est en présence d'un panneau, lorsque vous êtes en présence d'un panneau ou bien d'une ligne continue placée à votre gauche, bon, devant les portes, il n'est pas interdit de stationner. Non. Mais devant, par exemple, les portes, par exemple, des autorités, comment dirais-je, les casernes, voilà, on ne doit jamais s'arrêter devant une caserne, on ne doit jamais s'arrêter devant les usines, sortir du camion, tout et tout. Ça, c'est vraiment dangereux.
hein, parce que, vous savez, un camion peut ne pas avoir un bon frein. Et si vous vous arrêtez là-bas pour descendre quelqu'un ou prendre quelqu'un, c'est strictement interdit. Voilà. Nous avons les sommets de côte. Vous savez que quand on aborde une montée, on ne voit pas ce qui se passe en face. Alors, si vous garez votre véhicule, vous obligez les gens à faire un dépassement et ils seront face à face avec ceux qui viennent en sens inverse. Bon, nous avons également, devant les bouches d'incendie, les bouches d'incendie, c'est là où les sapeurs-pompiers viennent prendre leur eau. Voilà, on ne doit jamais se stationner là-bas. Il ne faut jamais stationner là-bas parce que si vous stationnez et que les sapeurs-pompiers ont besoin d'un ravitaillement, ils auront des difficultés. Donc, aux intersections, je dis bien, on peut stationner 10 mètres avant ou 10 mètres après, mais jamais à proximité immédiate. Nous avons les passages pour piétons, bon, tout est déjà dit, voilà, etc. On va voir quelques panneaux pour que nous puissions aussi réviser un peu quand on voit ce type de panneaux-là. Est-ce que, voilà, stop, arrêt, ça signifie quoi? Ok. Le panneau stop veut dire arrêt obligatoire. C'est ça. Bon, de nos jours, dans les villes, pour rendre plus fluide la circulation, bon, le panneau stop a tendance à être remplacé par le céder de passage. Parce qu'au stop, on est tenu de s'arrêter obligatoirement. Or, si c'est un céder le passage, il arrive souvent que, bon, vous regardez à gauche, à droite, l'usager est loin. Je peux profiter, passer. Or, un stop, vous êtes tenu de marquer l'arrêt obligatoirement. Et par exemple, si vous êtes sur un engin à 2 roues, vous devez poser un pied au minimum à terre et attendre environ 3 secondes. Et en voiture également, on s'arrête, on ne vous demande pas de sortir le pied quand même, mais on vous demande d'immobiliser totalement les roues du véhicule et attendre entre 3 à 5 secondes avant de repartir. Et avant de repartir, on regarde bien à gauche et à droite. S'il n'y a rien, on continue. Vous savez que le panneau stop a une forme spéciale, de manière que même si la peinture s'en va, elle reste toujours un panneau stop. Ouais, à cause de sa forme. Et vu de dos ou de face, on sait. Quand vous le voyez aussi de profil, vous savez que ceux qui viennent de gauche ou de droite ont des panneaux stop. Donc ça facilite la circulation. On va terminer par les conseils en conclusion. Voilà, donc en conclusion, tout arrêt ou stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la circulation. Vous savez, quand vous êtes sur une circulation à double sens, on ne doit jamais quitter la droite, aller stationner à gauche. Là, ce ne sont pas les feux rouges du véhicule que les autres auront, mais ils auront les phares. Il y en a qui partent à gauche, s'arrêter le soir, et même les phares allumés. Donc, ils mettent les phares directement à ceux qui viennent en sens inverse. C'est interdit par le code de la route. Quand vous devez stationner, vous devez stationner du côté du sens de circulation d'où vous venez. Et de manière à ne pas gêner la circulation venant en sens inverse. Ensuite, double sens de circulation, on ne peut s'arrêter ou stationner qu'à droite. C'est-à-dire que tout le monde est tenu de s'arrêter à droite. Bon, maintenant, circulation à sens unique, comme on avait présenté l'image ici. Alors, on a la possibilité de stationner à droite ou à gauche, mais à condition de laisser un passage au milieu permettant une file de véhicules de passer. Voilà, donc il faut qu'une file de véhicules puisse passer entre les deux parkings. Ouais, comme ça, c'est possible. D'accord. Voilà. Ensuite, un mauvais arrêt ou un stationnement peut créer ou occasionner un accident grave par les autres usagers. Vous savez, souvent, on gare mal le véhicule et l'autre véhicule, en voulant dépasser, rencontre celui qui vient en sens inverse. Logiquement, en cas d'accident, on ne doit pas laisser celui qui a mal garé son véhicule partir. Rapidement, vous prenez des photos avec l'immatriculation de son véhicule. Comme ça, si les policiers... Parce qu'une fois qu'il y a un accident, il prend son véhicule et puis il fout le camp. Voilà. Bon, ce n'est pas normal. C'est lui qui a occasionné l'accident. Donc, il faut prendre, comme nous avons des portables, on a la possibilité de prendre des images. Comme ça, on peut présenter ça
aux policiers, aux gendarmes qui vont faire le constat. Voilà. Et ça peut être une preuve aussi. Bon, un mauvais stationnement, donc c'est ça. Maintenant, pour garer un véhicule dans un parking ou dans une propriété privée ou publique, on doit le faire en marche arrière. C'est-à-dire, on ne doit jamais rentrer avec la face. Il faut rentrer toujours avec la marche arrière. Comme ça, en sortant, vous n'avez pas besoin de guide. Vous n'avez pas besoin qu'on dise, ouais, viens, viens, viens. Ça, ce n'est pas bon. Donc, si vous êtes rentré avec la marche arrière, à la sortie, vous avez la possibilité de bien voir à gauche et à droite et vous passez même s'il n'y a pas de guide. Ensuite, pour terminer... Pour terminer, le temps même est terminé. Ah bon, donc, allez-y rapidement. Alors, donc, avant de quitter son véhicule, s'assurer qu'il ne présente aucun danger pour les autres usagers de la route. Voilà. D'accord, avant de garer donc, le véhicule. C'est ça, avant de garer, oui. Merci beaucoup, M. Tapsoba, d'être passé. Je rappelle que M. Hippolyte Tapsoba est de Victoire Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. On va marquer une petite pause, le temps d'installer Honoré Onadja. Les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadja. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bon Juma Mubarak, que le bon Dieu exauce nos différents vœux et nous permette tout en chacun de nous de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix. Vivement que la paix revienne dans notre patrie. Amen. On débute les rendez-vous du week-end avec la deuxième édition du festival Les Arts Telogo. Tout à fait, une deuxième édition qui ouvre ses portes ce soir, du côté bien sûr de l'espace Watibé plus de Soré. Une deuxième édition qui verra la participation d'artistes émérites de Burkina Faso qui viendront apporter leur contribution pour le rayonnement de ce festival. Car à travers ce festival, nous avons décidé de faire la part belle à tous ces artisans, mais également de valoriser notre culture. Alors pour cette deuxième édition, des artistes comme Willy Pascal, comme Aimé Zongo, Mel Vino, Alal Bi, voilà, Trabos, le non-loti jeunes seront de la partie, pour ne citer que cela. Et le thème qui a été retenu pour cette deuxième édition est le suivant: patrimoine culturel, socle de paix et d'unité nationale au Burkina Faso. Tout au long de cette deuxième édition, nous allons parler de paix, nous allons parler de cohésion sociale, mais également nous allons parler de la contribution de tout un chacun de nous pour le retour de la paix. Alors retenez les dates, c'est du 25 au 27 juillet 2025, un seul espace, l'espace Watibé plus de Sonré, pour vivre pleinement la deuxième édition du Festival des Arts Telogo. Et deuxième actualité pour ce week-end, cinéma maintenant. Tout à fait. Alors, à la demande des cinéphiles, voilà, nous rebeletons du côté, bien sûr, du ciné Espoir Tampuy et également du ciné Émergence de Wemtenga avec ce film intitulé L'allée et le voisin de Rama. C'est ce film-là qui vous sera proposé aux séances de 19h et bien sûr 21h au prix d'entrée de 800 francs CFA. Alors, du côté du ciné Espoir de Tampuy, également du côté du ciné Wemtenga. Pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi, nous allons vous demander de vous déplacer pour vivre pleinement en tout cas ces différentes projections ce jusqu'au dimanche. Et pour le ciné Saillon de Bobo Djoulasso, alors à la demande des cinéphiles, et ben ce film se déporte pour permettre à tous ces cinéphiles de Bobo Djoulasso de le suivre. Alors c'est le film Gouringa, une marmite pour un projet. Et ce film là qui vous a présenté, qui va être projeté ce soir à partir de 18h30, 20h30 et 22h30, ce jusqu'au 27 pour un prix d'entrée de 1500 francs CFA. Revenons à Ouagadougou ici au ciné Burkina. Cette fois-ci, c'est le film La bague du roi de Zampaligri Abdraman. C'est ce film-là qui vous sera proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Alors, tout au long de cette semaine, donc pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, vous avez jusqu'au dimanche pour le suivre aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. On termine par les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, c'est le rendez-vous déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour.